C'est chien qui fait ça. Comme moi, tu ne pas tout, c'est pas. C'est pas bête, il y a moyen. J'ai fait un concours à Marignane la semaine dernière, il y a 15 jours. Alors tu vas voir, le mec, le commissaire, le juge, il donne un coup de clarinette pour lancer l'homme d'attaque, le chien mordait, il redonne un coup de clarinette pour la cessation. Alors, tu lances l'homme d'attaque, tu entendais le coup de péteur, bim, je l'ai parté, t'entendais tout. Dis oh, il y a deux coups de clarinette. C'est pas mal. Je vais y aller en bouche. Allez, on va Là, j'en ai fait 37. On en revient à notre débat et sur des méthodes qui seraient extrêmes, par exemple pour avoir une technique vraiment exceptionnelle sur le dressage, par exemple sur les cessations. Beaucoup de gens s'imaginent que pour avoir des cessations nettes, vraiment, boum, le chien sorte, etc., il faut employer des méthodes radicales. Ça c'est complètement faux. Non, aujourd'hui, nous avons un retour sur la génétique, parce que tout est là, hein. Sur certaines races, notamment sur le malinois et notamment sur des lignées. Il faut savoir déjà que le berger belge, à la base, dans son noyau de sélection, au début du siècle dernier, avait un rappel quasi inné. Il suffit juste de réactiver des vieux souvenirs. Ah, le mordant, on s'en servait surtout comme renforçateur, hein, une sorte de chose qui allait faire du bien aux chiens. On s'en servait surtout pour des chiens fragiles et émotionnellement, des chiens un petit peu en dessous, comme on dit, et ça leur faisait grand bien. Alors, on prenait un petit peu le système de ce que je vous ai expliqué sur les sauts tout à l'heure.
en termes cynophiles, on appelle ça une excitation collective. C'est-à-dire qu'on met plusieurs chiens en cercle, espacés, hein, pour qu'il n'y ait pas de problème. On demande à 2 personnes, si on a la chance dans le club d'avoir 2 personnes, de faire mordre les chiens à tour de rôle. Alors on les fait mordre avec un chiffon de mordant ou selon le niveau du chien, un boudin de mordant, et pour les meilleurs, une manchette, une manchette ou une jambière. De telle manière que le chien, à chaque fois, il gagne, il emporte sa prise. Donc on tourne comme ça avec des chiens aguerris, et les chiens aguerris enseignent aux chiens qui seraient en dessous qu'il n'y a rien à craindre. Donc en fait, au contraire, on est justement là pour s'éclater. Et là, les chiens mordent, donc ça aboie. Donc là, c'est open bar. Hein. On tient le chien en longe. Là, il peut aboyer, sauter, il fait ce qu'il veut, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut être bien espacé pour éviter un problème. Et là, les 2 hommes d'attaque passent un côté, tac, ils donnent un coup de chiffon, ils claquent le bâton. Donc certains chiens regardent le bâton, ils ne savent pas trop ce qui leur retourne, mais bon, ils sont quand même contents parce qu'ils participent à l'événement. Et petit à petit, on les renforce comme ça. Et ça leur fait beaucoup de bien. Donc vous voyez, le mordant travaillé comme ça, c'est très très intéressant. Et donc avec cette méthode-là, on déclenche un élément passionnel qui va se révéler alors, hyper profitable pour les chiens qui sont un peu faibles de caractère. On travaillait beaucoup comme ça dans le temps pour des chiens qui allaient passer des tannes ou qui allaient passer des petits examens comme ça où il fallait une petite preuve de courage. Et à cette époque-là, on avait aussi le droit de faire mordre des chiens sans papier. Et ça, c'était super bien aussi parce que les jeunes qui arrivaient au club et qui ne savaient pas mettre le costume, mais qui étaient intéressés pour travailler et mettre le costume, ils commençaient comme ça. Ils apprenaient à donner un chiffon correctement en tenant le bâton. Ils attendaient et on leur apprenait ensuite à donner le boudin, comment positionner le boudin sur la jambe, comment positionner le boudin en hauteur, etc. etc. Et les gars apprenaient une gestuelle, une technique, et tout ça avant même de mettre le costume. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà eu des contacts avec le chien sur des phases mordantes, sans jamais avoir mis le costume. Et après, quand ils commençaient à être prêts, qu'ils avaient une bonne sensation avec le chien et le mordant, parce que vous savez, vous donnez le boudin de mordant à un chien, lui, il l'attrape. Bon, il a été un peu débourré au chiffon, donc il a déjà une gestuelle, il sait déjà ce qu'il en retourne. Vous allez mettre votre main sur sa tête, vous allez sentir le caractère du chien, sa passion. Il ne va pas essayer de lâcher pour vous mordre la main, au contraire, il va rentrer encore plus passionnément dans le mordant en disant ouais voilà, on est tous les deux, on y va là, on fight ensemble et on s'amuse. Et ça, c'est vachement bien. Et si vous voulez, c'est comme ça qu'on arrivait à déclencher des passions aussi bien avec les gens qu'avec les chiens. Et moi j'appelais ça du mordant thérapeutique parce que ça faisait un bien fou à tout le monde. Je me rappelle d'une discussion avec des cynophiles sur les cessations, sur les mises en place et les cessations de rappel, c'est-à-dire le sifflet, et sur des cessations de garde-ferme avec une garde-ferme et le choix et la compétence de certains chiens sur l'exercice. Par exemple, le malinois sur le rappel, le berger allemand sur les gardes-fermes, etc. Tout ça, on avait pris note à l'époque de cette, on va dire, petite variante entre les races et leur fonction réelle sur des exercices appropriés. Alors, j'avais noté ça à l'époque, je vais vous le lire. De ce fait, la méticulosité d'une discipline n'interfère pas sur des cessations nettes, c'est même l'inverse, car c'est l'apprentissage qui est base de tout. André Noël disait qu'il faut expliquer avant d'exiger. Et je pense que quand vous avez une belle génétique
chez votre, dans la généalogie de votre chien, que vous avez un éleveur qui a très bien travaillé, qui vous explique les tenants et les aboutissants, par quoi il faut commencer, parce que vous avez des chiens, il vaut mieux commencer par tel exercice, parce que bon, on avait des lignées qui sautaient un peu moins que d'autres, on avait au contraire d'autres qui sautaient très bien, etc. Donc ça se prépare aussi, hein, quand on achète un chien chez un bon éleveur, il doit être capable de vous expliquer dans sa lignée ce qu'il va falloir renforcer, ce qu'il va falloir travailler et ce qui est acquis. Donc tout ça c'est très, très important. Sinon c'est pas la peine de faire de l'élevage et d'aller chercher des champions partout et de croiser. Non. Il faut vraiment avoir une génétique appliquée, savoir ce qu'on fait et ne pas prendre le champion parce que c'est le champion. Ouais, c'est stupide de faire ça. Hein. Il y a les éleveurs de haut niveau et reconnus ne font pas ça. Hein. Ils prennent toujours des éléments qui vont complémentariser ou qui vont solidifier leur lignée. Hein. C'est toujours comme ça que ça fonctionne. Alors, au niveau des races, ça c'est un petit peu plus compliqué parce que on a souvent une race de cœur. Voilà. On aime une race, on ne sait pas trop pourquoi. On tombe amoureux, on ne sait pas trop pourquoi. Moi, le Malinois, j'en suis profondément amoureux depuis très longtemps. Et je ne me vois pas faire de la compétition avec un autre chien qu'un Malinois. Bon, c'est comme ça, je suis comme ça. Après, je vois, j'ai des copains, ça les gêne pas de prendre un berger allemand, un Malinois, un Bosson, ils travaillent avec tout. Mais en général, on a une race de cœur et on se tient. Moi, j'aime beaucoup les races bergères. J'ai eu la chance d'éduquer plusieurs races, mais et de dresser en compétition plusieurs races, mais c'est surtout le Malinois que j'aime parce que déjà à la base, comme chien de berger, c'est pas un chien traditionnel. Vous prenez certains chiens de berger, vous les voyez accompagner des moutons, ils sont là, ils sont très attentifs, ils font leur travail, ils sont sur le mouton, etc. Le Malinois, lui, il escorte le troupeau de moutons, il le drive, il regarde à gauche, il regarde à droite, ses oreilles sont levées, il tourne, il vire, il sait ce qui se passe derrière, il sait ce qui se passe devant. S'il entend un bruit, il gère le bruit à l'oreille. Il le sent, il dit tiens, là il y a ci, là il y a ça, tac, tac. Malinois, il sait tout. Tout. C'est hallucinant. Et ce travail qu'il fait de berger, vous le retrouvez sur le ring. C'est pareil. Celui qui sait vraiment bien lire son Malinois, il a 40 points d'avance. C'est quand même, au niveau du dressage et des compétitions canines, ce sont quand même les Belges qui ont inventé ça avec le Malinois et le Groenendael. Donc ce sont quand même des chiens qui ont une prédisposition innée extraordinaire. Après, vous avez des bergers allemands sensationnels. J'en ai vu vraiment à couper le souffle. Hein. Vraiment des très bons bergers allemands. C'est un autre dressage, c'est une autre conduite. Il faut également apprendre. Je pense qu'il ne faut pas trop il faut pas se dire voilà, je vais prendre un chien pour faire de la compétition, pour essayer d'aller à tel niveau. Non, il faut prendre le chien qu'on aime et l'amener et travailler ensemble et partager quelque chose. Parce que vous savez, quand on parle de méthode radicale, comme j'ai vu dans cette vidéo, etc., c'est pas possible. Quelqu'un qui ramène son chien à haut niveau, à un moment donné, il lui faut quelque chose en plus. C'est ce qu'on appelle chez nous la symbiose. Si vous avez un chien qui n'est pas en symbiose avec vous, vous n'y arriverez pas. Il faut un chien qui soit avec vous, coûte que coûte. Après, si vous avez pris des méthodes stupides et comment voulez-vous que le chien soit en symbiose avec vous? Comment voulez-vous que le chien vous aime et vous respecte? C'est pas possible. Vous savez, dans les compétitions canines, quelqu'un qui arrive en échelon 2 a déjà un bagage sympathique. Hein. Quelqu'un qui arrive en échelon 3, bon, c'est une marche de plus, c'est le haut niveau. Le gars qui part pour la tournée de sélectif, puis les finales derrière, il lui faut un chien exceptionnel, avec une entente
exceptionnel. Moi, quand j'entends des gens qui te disent, voilà, vous avez été obligé de faire ça pour avoir... Non, mon ami, si tu as été obligé de passer par des cases vraiment difficiles, tu vas faire une saison et c'est plié. Hein. Tu feras jamais rien. Il faut un chien pour qu'il travaille avec toi, un mâle ou une femelle. Une femelle, c'est encore plus difficile. Il faut qu'elle t'aime. Un mâle qui travaille un futur étalon, un chien solide, il faut qu'il t'aime, qu'il te respecte et qu'il t'aime. Voilà.